Donc ici en fait je pense que c'est un bon exemple qui illustre bien donc l'hydromorphologie, donc ce qu'on appelle la morphologie d'une rivière naturelle, où on voit les méandres, on voit l'art épicile, donc toute la végétation. On voit une rivière qui a un fonctionnement qui se rapproche fortement d'un fonctionnement naturel. Si le cours d'eau, comme ici, a une bonne hydromorphologie, hein, donc encore ce terme qui traduit la morphologie d'un cours d'eau, ça va permettre de varier l'hydrologie et cette vitesse d'écoulement, associée à d'autres critères physiques, vont permettre de diversifier l'habitat. On va pouvoir rencontrer donc des radiers où l'eau est plus rapide, la hauteur d'eau plus faible, donc des systèmes lotiques avec une eau assez oxygénée, ou ça va être plus des espèces comme la truite et toutes les espèces qu'on appelle rhéophiles qui aiment le courant et l'oxygénation. On va trouver ensuite à la fin des méandres un système plus lentique avec une hauteur d'eau plus haute et un courant beaucoup plus faible, avec encore des espèces attachées à ce genre de système. Puis après, tout ceci associé avec la végétation et l'érosion des berges et du lit de la rivière, on va trouver des embâcles, on va trouver des atterrissements, un peu comme on voit ici. Donc l'embâcle, c'est toute cette végétation un peu ligneuse finalement qui tombe dans le cours d'eau et qui se stocke naturellement et qui permet en fait de diversifier encore une fois l'écoulement de l'eau. C'est-à-dire que ça va freiner l'eau, ça va la ralentir, ça va la détourner, ça va créer des atterrissements. Et donc en fait ça c'est des processus finalement très naturels dans le processus général qu'est l'hydromorphologie. Ça permet encore une fois la diversité d'habitat pour les poissons, pour la protection, pour se cacher, et ça permet aussi l'accumulation de matière organique, hein, et donc qui est à la base finalement de la chaîne alimentaire par les détritivores et tout ce processus qui va suivre, quoi. Donc plus on a d'habitat et plus la diversité augmente. Une rivière donc naturelle qui va avoir une bonne hydromorphologie. J'entends au sens hydromorphologie pas uniquement le lit mineur, mais bien tout ce qu'on a vu, donc les zones humides, les bras morts, toutes ces annexes en fait que le cours d'eau va pouvoir exploiter, vont permettre finalement d'absorber les crues. Le cours d'eau a une réparation plus grande puisqu'il peut continuer son érosion des sols et tous ces processus un peu physiques qui sont naturels et liés à la vie d'un cours d'eau. Le milieu aquatique en lui-même, c'est bien plus que le lit simple du cours d'eau. C'est son espace de mobilité, c'est les zones humides qui sont associées, qui sont renflouées en eau lors des crues, qui sont asséchées. C'est toutes ces connexions finalement avec les milieux latéraux qui créent la biodiversité finalement liée à ces milieux aquatiques. Ce n'est pas uniquement le lit principal. Donc là, la particularité, ce qui change, c'est vraiment la perte de sinuosité, hein. Donc on est passé d'un cours d'eau très naturel, très sinueux, à un cours d'eau qui a été rectifié par l'homme. Donc on voit vraiment bien le côté rectiligne du tracé. Certainement à cause de la voie de chemin de fer qui est juste à côté, pour permettre finalement des tracés droits des activités humaines, comme l'agriculture ou d'autres activités. Ce tracé rectiligne va finalement homogénéiser les écoulements et donc homogénéiser les fonds. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une diversité en passant d'habitat à écoulement rapide à écoulement lent, on va finalement rester sur un habitat monotone avec un fond très homogène. Et ça peut avoir des conséquences puisque le débit potentiel du cours d'eau est augmenté. En cas de crue, avec cette morphologie, on va avoir finalement une quantité d'eau qui va être beaucoup moins absorbée par les annexes hydrauliques et les zones humides. La crue va être dissipée finalement vers l'aval, sans être coupée dans sa progression et peut engendrer des inondations. L'impact finalement d'un tracé comme celui-ci, c'est l'homogénéisation des habitats et la perte de diversité liée directement au lit principal. Et c'est aussi l'incision, ce qu'on appelle l'incision du cours d'eau, donc une profondeur plus grande qui le coupe en cas de débordement avec les zones humides annexes et qui coupe aussi donc tous les processus qui sont liés aux écosystèmes de milieux aquatiques. Donc comme souvent dans ce genre de tracé, en fait, on observe donc des berges très abruptes finalement, avec une transition qui comporte très peu de vie.
à l'inverse d'une rivière naturelle où on est plutôt en pente douce, qui va favoriser finalement une liaison progressive entre la vie aquatique et la vie terrestre. Et c'est souvent des zones très riches en espèces. Et je pense que ce qui est important à mettre en avant, ce qu'on oublie souvent en écologie, c'est vraiment les processus finalement et le fonctionnement de l'écosystème dans son intégralité. Pas forcément une espèce qu'on a décrétée patrimoniale ou non. Là, c'est ça finalement qui fait la richesse et la diversité. Et c'est l'ensemble de ces processus qui s'accordent, qui donnent tout ce côté naturel finalement à cette rivière et à ce coin-là.